Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h30. Je vous propose de démarrer cette séance à nouveau en visioconférence. Je tiens en tout premier lieu à vous souhaiter à tous et à toutes une belle année 2021, qu'elle puisse voir la fin de cette pandémie et nous permettre de nous retrouver et travailler ensemble à la co-construction de nos différents projets. Il s'agit donc de notre deuxième conseil à distance. Nous sommes désormais rodés et autonomes puisque le matériel nous a été livré par la ville. J'espère donc que nous n'aurons aucun incident technique pour que ce conseil se déroule au mieux. Néanmoins, si l'un d'entre vous avait un souci, je vous rappelle qu'une assistance en ligne est disponible au 04 72 10 32 09. Je vous le répète, 04 72 10 32 09. N'hésitez pas à appeler si vous avez un quelconque souci. Je remercie notre directrice générale, Madame Vaisseau, qui s'est démenée pour que tout se déroule au mieux, ainsi que la DSIT, représentée par Monsieur Vullierne ce soir, à nos côtés en mairie, pour veiller au matériel. Merci également à Madame Valette et à Monsieur Chamon. Avant de démarrer, je me permets de rappeler quelques petits points d'organisation. Lorsque vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à utiliser la petite main bleue. Votre micro sera alors ouvert pour que vous puissiez intervenir ou poser une question. La personne visible à l'écran est par défaut celle qui prend la parole sans que tous nos visages apparaissent en vignette. Je vous invite donc à allumer votre caméra lorsque vous interviendrez, sans quoi c'est un écran noir qui s'affichera au moment de votre intervention. Enfin, avant de démarrer, je vous informe que nous avons pour ce conseil 30 secondes pour voter chaque délibération et non 40 secondes comme la dernière fois, 40 secondes qui nous paraissaient un peu excessives. Par ailleurs, les non-votants seront affichés à l'écran, ceci afin de vous aider à vérifier que votre vote a bien été pris en compte. Je vous propose de démarrer par les procédures habituelles, puis de passer à la première délibération de notre ordre du jour. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la séance est ouverte. En application de l'article L. 2121-15 du CGCT, je vais vous demander de procéder à la désignation d'une secrétaire de séance. Je vous propose de désigner la benjamine de notre Assemblée, Madame Margot Sanchez. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Très bien, merci. Madame Margot Sanchez est désignée secrétaire de séance. Avant de procéder à l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour, Madame Sanchez va procéder à l'appel nominal dans l'ordre du tableau issu des élections du 15 mars et 28 juin 2020. Je commence l'appel. Véronique Dubois-Bertrand. Présente. Marion Cessiec. Présente. Michael Maire. En retard excusé. Marie-Lou Falguerin. Présente. David Claire. Présent. Philomène Récamier. Présente. Philippe Petiot. Présent. Margot Sanchez, moi-même. Nicolas Pontron. Présent. Marie Vidal. Présente. Jacques Balangian. Présent. Amandine Barrios-Planche. Présent. Sylvère Laterre. Présent. Martine Souvigné. Présente. Grégory Doucet. En retard. Stéphane Vasselin. En retard. Julie Nublat-Fort. Présente. Bertrand Mas. Présent. Stéphanie Léger. Présente. Emmanuel Vivien. Présent. Isabelle Prin. Présente. Akif Ekinci.
Présent. Béatrice de Montilly, Présente. Étienne Blanc, Présent. Georges Kepenekian, est-ce qu'on a un pouvoir? Je n'entends pas. On n'a pas de pouvoir pour l'instant, il était coincé sous la neige et peut-être qu'il arrivera, peut-être pas, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il covoiture avec Michael Maire, sous la neige. Donc, Thibaut Roche, Présent. Nouria Mamoudi, Présente. Hugo Patoureau, Présent. Arthur Duvivier, Présent. Monique Guérin, Présente. Carole Burillon, qu'ils covoiturent tous ensemble sous la neige. Thierry Ricard, Présent. Goveil Tandonnet, Présente. Richard Broum, bon, idem, c'est un minibus, Catherine Panassier, Vous m'entendez? ah oui, c'est bon, Vous m'entendez ou pas? oui, Ok. très bien présente, et enfin Guy Corazol. Présent. Donc j'ai 4 personnes en retard. Il y a pouvoir de Michael Maire. Et pouvoir. Ouais. Le temps de 5 absents. Oui, 4 en retard plus un pouvoir. Moi j'ai ça. Oui. Ah oui, pardon. C'est bon. Merci. Donc le PV des séances du 3 novembre et du 7 décembre 2020 vous ont été transmis en même temps que les rapports de ce jour. Y a-t-il des remarques sur ces procès-verbaux? Je mets donc les procès-verbaux au vote pour 30 secondes. Alors, je mets le procès-verbal du 3 novembre au vote. Est-ce qu'on pourrait avoir le vote à l'écran? Jonathan, s'il vous plaît. Donc le vote a bien eu lieu. Voilà. Le premier vote a bien eu lieu. Donc je mets le second rapport, celui du 7 décembre, au vote, donc pour 30 secondes. Le deuxième rapport a été voté. Bon, on a quelques soucis d'affichage. Nous vous prions de nous en excuser. Nous allons arriver à résoudre ça certainement. Je vous propose donc maintenant de passer au vote des rapports. Donc, le premier rapport concerne la modification du règlement intérieur du Conseil d'arrondissement. Il me revient de vous présenter ce premier rapport qui a trait à notre règlement intérieur. Il s'agit déjà de le réorganiser dans son architecture,
puis de préciser quelques notions pas toujours très explicites, et surtout de pouvoir se tourner vers les habitants et habitantes de notre arrondissement. Au rayon des ajustements techniques, il vous est donc demandé d'approuver l'ajout d'un article précisant la possibilité de tenir nos conseils d'arrondissement en visioconférence en cas de circonstances le nécessitant, comme d'ajouter la possibilité de voter par dispositif de vote électronique. Il vous est aussi proposé d'amender les articles réglementant les amendements, vœux, questions écrites, pour en repréciser l'objet et pour passer à un délai de dépôt de 3 jours francs, contre 2 jours dans l'ancien règlement, sauf pour les questions écrites dont le délai est fixé à 5 jours francs. Notre CA se tenant le mardi, cela nous astreint donc à déposer le jeudi soir au plus tard et non plus le dimanche soir les propositions d'amendements et de vœux. Les questions écrites doivent donc, quant à elles, être adressées le mardi soir précédant le CA. Enfin et surtout, ce nouveau règlement prévoit l'installation prochaine d'une commission mixte, nous en reparlerons juste après, et de commissions extra-municipales, par exemple un futur conseil des enfants. Il instaure également les conditions de dialogue avec les SICA, les conseils de quartier et l'ensemble de nos concitoyens. Je crois que ces avancées en faveur de l'ouverture, en faveur du dialogue citoyen sont très importantes à souligner. Comme annoncé lors de mon élection, je veux être une maire à l'écoute, une maire qui co-construit avec sa majorité, avec les élus de ce conseil et avec toutes les forces vives de notre arrondissement. Toute mon équipe partage cette volonté. Enfin, je vous propose d'approuver à travers ce rapport la possibilité de créer un groupe politique à compter de 3 élus au sein de notre conseil et de redéfinir les conditions d'expression des élus dans nos futurs outils de communication. Je tiens à remercier les élus qui se sont impliqués dans ce travail sur ce nouveau règlement, particulièrement Madame Tandonnet, Monsieur Kepenekian, Monsieur Planchon, Madame Barrios-Planche, Monsieur Maire et Madame Sessiec. Y a-t-il des interventions ? Monsieur Corazol. Oui, Madame la maire, bonjour. Chers collègues, sur cette délibération, un petit souci, parce que sur l'espace élu, il n'y avait aucune annexe du règlement intérieur. Donc, il y avait la délibération, mais pas l'annexe du règlement intérieur. Donc, on n'a pas eu le règlement intérieur in extenso. En tout cas, moi, je ne l'ai pas reçu. Il n'est pas sur l'espace élu. Je crois que ma collègue Catherine Panassier non plus. Je ne sais pas si les autres collègues l'ont reçu ou pas. Mais il va nous être difficile de pouvoir délibérer sur un règlement intérieur dont on n'a pas le texte in extenso. Donc, pour le coup, on s'abstiendra sur le règlement intérieur. Merci, mais il était bien sur l'espace élu. Alors, il ne s'appelait pas règlement intérieur, mais c'était l'annexe 01. Attends, on ne vous entend pas. Excusez-moi, j'avais éteint mon micro. Je suis sur l'espace élu. Et il n'y a pas d'annexe 01. Vous avez document de rapport. J'ai eu du mal aussi à le trouver, moi. Mais au final, justement, Vous avez document de travail, rapport d'arrondissement, rapport centraux, dossier réglementaire avec convocation, dossier de séance, ordre du jour, PV du 3-11, PV du 7-12. Mais il n'y a pas d'annexe 01. Je suis désolé. Je suis désolée, mais moi j'ai effectivement eu du mal à la trouver aussi, mais je vous certifie qu'elle y est. Ben, je suis dessus. Hein. Dans rapport d'arrondissement, c'est ça? Bien sûr. Vous avez un 01. Vous avez rapport d'arrondissement, vous avez avant séance, il y a le terme fermé, après il y a document de travail, rapport d'arrondissement. Dans rapport à... Alors, vous m'excuserez, je suis en train d'écouter, parce que je ne peux pas me connecter à l'espace élu là. Il y a les personnes de la mairie qui se sont connectées. Dans rapport d'arrondissement, vous avez 01, c'est ça? Annexe 01. Ah, d'accord, il n'est pas marqué règlement d'arrondissement. Ben ouais. Voilà. Bon, bah, tant pis. Monsieur Blanc? Voilà, je crois que vous m'entendez. Merci. Et donc, nous avons étudié ce règlement intérieur
Et à nos yeux, il pose un problème qui justifie que pour notre groupe, nous n'y soyons pas favorables et que nous voterons contre. Et voici 2 ou 3 ans, le tribunal administratif de Lyon avait été saisi de la question des amendements. Et l'amendement, c'est un droit absolu pour les élus. Et tout élu a le droit de corriger une délibération qui lui est soumise par l'exécutif, et tout élu a la possibilité à tout moment de s'exprimer sur le texte qui lui est soumis par l'exécutif. Dans l'article 14 du règlement que vous proposez au Conseil du 3e arrondissement, vous indiquez que les amendements doivent être déposés 3 jours avant. Mais le droit d'amendement, c'est un droit absolu. Ça veut dire, pour être clair, qu'ils peuvent être déposés en séance. Alors on comprend bien que pour l'exécutif, qui souhaite connaître les amendements et préparer une réponse, le dépôt en dernière minute peut poser problème. Et je vous le dis très directement, Madame le maire, l'intérêt aussi de l'opposition, c'est pas de mettre l'exécutif en difficulté en déposant en dernière minute des amendements compliqués sur lesquels l'exécutif ne pourrait pas apporter de réponse, faute de préparation avec les services, voire même avec le groupe politique majoritaire. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, on réunit quelques jours avant le Conseil une conférence des présidents, et à l'occasion de cette conférence des présidents, on se met d'accord sur le délai qui permet de déposer des amendements. Et j'ai noté dans votre propos que vous aviez indiqué que le règlement intérieur prévoyait la constitution de groupes. Donc vous pourrez réunir, le cas échéant, quand les groupes se seront constitués, une conférence des présidents. Mais tel qu'est rédigé l'article 14, ça laisse entendre que si un amendement était déposé en séance ou 24 heures avant, il serait irrecevable. Eh bien, en matière d'amendement, l'irrecevabilité n'est pas la règle, c'est un droit qui est constitutionnellement protégé. Il est protégé de manière absolue par toute une série de jurisprudences. Et c'est la raison pour laquelle je pense que cet article 14 pose un véritable problème juridique qui justifie que pour mon groupe, nous votions contre ce règlement. Je vous remercie, Monsieur Blanc. Je suis juste surprise que nous n'ayons pas eu ce retour lors des séances de travail que nous avons eues avec les représentants de chaque groupe, où nous avons proposé à chacun de pouvoir donner ses vœux, ses souhaits de modification et les précisions souhaitées au règlement intérieur. Et ce point sur l'amendement n'a jamais été abordé, mais j'en prends bonne note. Monsieur Planchon. Oui. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, chers et inlassables Lyonnais et Lyonnais astreints à la vie de démocratie, quelques mots à propos de ce projet de modification du règlement intérieur. Nicolas, Monsieur Planchon, est-ce que vous pourriez retirer le masque, c'est possible ou pas? Parce qu'on vous entend extrêmement... Je pense que tout le monde est parti du boulot, donc je vais l'enlever. Voilà, est-ce qu'on m'entend mieux? Le son n'est pas très très bon, donc voilà. Le son n'est pas très bon? Et comme ça? Ouais, ne pas parler trop fort, parce que ça sature énormément au niveau du son. Mais allez-y, on va faire avec. Je vais parler doucement. Quelques mots à propos de ce projet de modification du règlement intérieur qu'au nom de Lyon en commun, comme en mon nom propre, je salue sans réserve. Si la délibération en son libellé comme en son motif peut sembler affaire de techniciens du CGCT ou de procédurier plurimaniaque, en réalité, au même titre que la commission mixte paritaire que nous aborderons ensuite, celle-là s'avère évidemment éminemment politique au sens le plus noble. Il s'agit à proportion du possible de rendre à la cité du troisième, celles et ceux qui la représentent comme celles et ceux qu'elle représente, la capacité à se gouverner elle-même. Car en somme, au-delà de la nécessaire... Excusez-moi, oui. Nicolas, je suis désolée, mais on comprend vraiment très mal. Le micro que tu utilises ne va pas du tout. Essaye, vas-y, essaye comme ça. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça, mon son ordi? Un peu, c'est un peu plus audible. C'est plus net, ça? Ouais. Bon. Reprends, je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de mal.
En somme, au-delà de la nécessaire clarification architecturale de laquelle il procède, ce nouveau règlement intérieur traduit très concrètement notre engagement commun au bénéfice d'une démocratie locale non seulement ravivée, non seulement nécessaire, mais possible dans les faits. En témoigne en particulier l'introduction des articles 24 à 28 qui instituent, il était temps, les différentes dispositions de la loi PML dans sa version enrichie de 2004, jusque-là et intentionnellement ignorée des exécutifs lyonnais précédents, avec notamment la commission mixte paritaire destinée, je le rappelle, à définir les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements d'arrondissement hors école, puisque ce possible législatif n'a pas été retenu, avec voix prépondérante au maire d'arrondissement, la consultation possible des citoyens de l'arrondissement sur toutes les affaires de l'arrondissement, ou encore des commissions extramunicipales au sein desquelles seront membres de droit des personnes morales ou des représentants de personnes physiques n'appartenant pas au conseil mais dont le champ d'activité et le périmètre d'expertise correspond au domaine de la délégation de la commission, autrement dit, militants associatifs et citoyens investis, au bénéfice du bien commun qui auront voix de cité au sein même de cette enceinte plutôt qu'à sa périphérie. Autre avancée enfin que je veux souligner, la reconnaissance des groupes politiques, comme il a été dit, en arrondissement, au-delà du clivage majorité-opposition, ce qui gage d'un débat continu, permanent, indispensable adjuvant caféiné aux tentations somnifères de l'unanimité. Autant de marqueurs qui fondent notre majorité du troisième, une équipe de projet soudée et solide, mais qui ne craint pas de s'ouvrir à d'autres points de vue, dès lors qu'ils défendent l'intérêt général et une vision solidaire de la cité. Parce qu'il faudra le renfort de toutes les intelligences pour résister aux effets de la crise, pour transformer les pratiques, pour innover dans un climat d'urgence sanitaire, écologique, économique et social. Rien ne se fera sans les femmes et les hommes de bonne volonté. Ce règlement intérieur, en somme, leur ouvre la porte. Nous voterons évidemment et pleinement pour ce rapport. Je vous remercie. Et pour dire un mot de ce que soulignait Étienne Blanc, évidemment que le droit en général est toujours prévalent sur les règlements intérieurs. Et rappelons aussi que la question des amendements en arrondissement ne sont valables que sur des délibérations qui concernent uniquement l'arrondissement. Les dépôts d'amendements qui concerneraient des décisions du conseil municipal ne sont pas possibles au sens du CGCT, comme vous le savez. Voilà. Merci, Monsieur Planchon. Désolé pour les problèmes de micro. Je mets donc ce rapport sur le règlement intérieur au vote pour 30 secondes. Le vote est ouvert. Le règlement intérieur est adopté. Nous allons passer au rapport suivant concernant la commission mixte paritaire. Donc, cette délibération a trait aux équipements de proximité relevant de la compétence des conseils d'arrondissement. La commission mixte paritaire, issue de la loi PML, tend à redéfinir les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements de proximité pour lesquels le conseil d'arrondissement est compétent. Comme vous le savez, il existe des équipements transférables de droit et des équipements ou services transférables à l'initiative du conseil municipal. Le conseil d'arrondissement est censé délibérer sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à 1 hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. La réalisation de ces équipements reste subordonnée à la décision du conseil municipal et le conseil d'arrondissement gère ces équipements sous réserve des compétences de la commission mixte paritaire. Dans la pratique, nous avons en gestion une trentaine d'équipements, essentiellement des équipements de petite enfance, mais aussi quelques autres, gymnases, salles associatives, mairies, petits espaces verts. Cette liste, que l'on définit comme l'inventaire, sera amenée à grandir ces prochains mois au fur et à mesure de nouveaux transferts d'équipements. La commission mixte paritaire définit donc les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements.
critères d'admission, horaires d'ouverture au public, sanctions applicables en cas de manquement au règlement intérieur, etc. Le conseil d'arrondissement précise les modalités d'utilisation des équipements et services. En plus d'assumer la charge de fonctionnement des locaux, il lui revient de prévoir les conditions d'accès et d'utilisation des locaux et d'en approuver les conventions de mise à disposition. Les commissions mixtes, étant composées de représentants du maire d'arrondissement et du maire de Lyon, ceux-ci ont donc vocation à être désignés. Par arrêté du maire d'arrondissement pour ce qui concerne ses représentants parmi les membres du conseil d'arrondissement, par arrêté du maire de Lyon pour ce qui concerne ses représentants parmi les membres du conseil municipal. Il vous est donc proposé de fixer le nombre de membres de cette commission mixte à 12 membres, soit 6 titulaires représentants du maire d'arrondissement, à désigner par arrêté parmi les membres du conseil d'arrondissement, 6 titulaires représentants du maire de Lyon, à désigner par arrêté parmi les membres du conseil municipal. Je vous propose, pour ce qui concerne les 6 membres représentant la maire d'arrondissement, de retenir, sachant que la maire d'arrondissement est membre de droit. Donc, je vous propose de retenir 4 membres parmi la majorité, 1 membre parmi le groupe de M. Étienne Blanc et 1 membre parmi celui de M. Georges Kepenekian. Vous voudrez bien, s'il vous plaît, me préciser ainsi qu'à mon directeur de cabinet, le ou la représentante de chaque groupe de l'opposition, ainsi qu'une suppléante. Je vous remercie d'approuver ce rapport. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Personne ? Je mets donc ce rapport au vote pour 30 secondes. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le rapport est adopté. Rapport suivant, c'est le 1728. Attribution de subventions de fonctionnement. Non, je ne me suis pas trompée, pardon. Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires d'équipements de petite enfance. Je laisse la parole à Monique Guérin. Madame la maire, chers collègues, bonjour. La ville de Lyon s'appuie à ce jour principalement sur des structures associatives pour la gestion de ses équipements d'accueil des jeunes enfants, les OAJE. Ces relations sont formalisées par des conventions cadres pluriannuelles, précisant notamment les modalités de versement d'une subvention de fonctionnement général annuel et d'une subvention complémentaire éventuelle. Cette subvention 2021 correspond dans un premier temps à une amorce pour la majeure partie des structures, moins 40% du montant des subventions allouées en 2020, qui doit permettre aux associations gestionnaires de poursuivre leurs activités petite enfance sur le début d'année 2021 dans de bonnes conditions malgré la crise sanitaire. Ceci, tout en s'inscrivant dans des orientations du nouveau mandat destinées à remettre la nature dans le quotidien des enfants et faire de nos établissements d'accueil des modèles d'écologie épanouissants pour les enfants et inspirants pour leurs familles. Concernant le 3e arrondissement, il nous est proposé d'allouer des subventions à 21 de nos établissements gérés par 8 structures associatives que vous retrouvez en page 2 de ce rapport et d'adopter le modèle de conventionnement relatif que vous trouvez en annexe. Il faut rappeler également que la plupart des associations bénéficiant d'une mise à disposition à titre gratuit des locaux dont la ville est propriétaire ou locataire. Par ailleurs, la convention cadre de l'association APELIPA, c'est-à-dire le jardin couvert, arrivant à échéance, il convient d'adopter une convention cadre pluriannuelle d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.
Je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de ce rapport pour, d'une part, attribuer les subventions pour nos établissements et associations gestionnaires du 3e arrondissement, et d'autre part, pour approuver le modèle de convention relatif aux subventions de fonctionnement et la convention cadre mentionnée. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Très bien. Je mets ce rapport au vote pour 30 secondes. Le vote est ouvert. Merci. Le rapport est adopté. Je souhaite la bienvenue à Madame Burillon, Monsieur Doucet et Monsieur Vasselin qui nous ont rejoints. Et nous passons au rapport suivant. Monsieur Broum, on me signale que Monsieur Broum est arrivé aussi, donc bienvenue également. Donc, le rapport 1729, attribution d'une subvention d'investissement de 65 630 € en faveur de l'association Croix-Rouge française, gestionnaire de l'EAJE pour l'aménagement de l'établissement suite à la rénovation des locaux. Je laisse la parole de nouveau à Madame Guérin. Madame le maire, Monsieur le maire, chers collègues, un autre rapport donc à votre disposition, enfin à votre attention plutôt. La structure permettant d'accueillir les enfants d'autres crèches de la ville en travaux, le temps de la réalisation de ceux-ci, se situe sur notre arrondissement. Il s'agit de la crèche Rochet 3, qui se situe au 52-54 rue Rochet dans le 3e, et qui constitue la crèche étape donc de la ville de Lyon. Depuis la fin de l'année 2019, Rochet 3 accueille d'ailleurs les enfants de l'EAJE, les Petits Pas, qui se situe dans le 7e, et les équipes de l'association gestionnaire Croix-Rouge française, dont les locaux rue Victorien-Sardou sont en restructuration. Redistribution des espaces, accessibilité, confort thermique, ambiance intérieure. Ces locaux, une fois rénovés, feront l'objet d'un aménagement intérieur réalisé par le gestionnaire. Cet aménagement portera sur l'achat de mobilier et d'électroménager au caractère durable et environnemental pour la cuisine, les dortoirs et les salles d'activité. C'est l'objet d'une part de ce rapport comportant une demande de subvention de 65 630 €. Par ailleurs, eu égard au retard des travaux du fait de la crise sanitaire, la Croix-Rouge française maintiendra ses activités sur le site de la crèche étape Rochet 3 jusqu'à la reprise de ses activités dans ses locaux initiaux prévus en septembre 2021. Il s'agit donc d'autre part dans ce rapport de prolonger l'occupation sur la crèche étape. Je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de ce rapport pour attribuer la subvention mentionnée sur le projet de la Croix-Rouge française et permettre la prolongation de l'occupation de la crèche étape Rochet 3 par l'EAJE Les Petits Pas. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Aucune demande de prise de parole. Je mets donc ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le rapport est adopté. Monsieur Broum. Très bien.
Il y a une demande ou pas? Non? Très bien. Donc le rapport est adopté. Nous allons passer au rapport suivant. Le rapport 1810, création du Conseil consultatif lyonnais Covid. Je laisse la parole à Amandine Barrios-Planche. Oui, bonsoir Madame la maire, chers collègues. Afin de répondre à un enjeu de démocratie et suivant les recommandations évidemment du Conseil scientifique Covid-19, la ville de Lyon a décidé de mettre en place un conseil consultatif lyonnais Covid-19 créé avec la constitution d'un panel de 180 habitantes et habitants, de 120 représentantes et représentants d'acteurs locaux. Les enjeux de cette instance consultative sont d'ouvrir le dialogue d'une part avec les Lyonnaises et les Lyonnais autour des mesures prises par notre ville de Lyon, en lien avec la cellule de gestion de crise hebdomadaire. À moyen terme, d'envisager les modalités de sortie de crise, et enfin, à moyen et long terme, de se préparer au changement comme de les provoquer sur ces changements nécessaires pour vivre dans la durée avec le Covid-19 tout en tirant les leçons de la période que nous vivons actuellement. Vous trouverez dans ce rapport sur les pages 2 et 3 les détails concernant la composition de ce conseil consultatif ainsi que les modalités de constitution du panel d'habitantes et d'habitants, de représentantes et représentants, d'acteurs locaux. Il est expliqué en outre que les habitantes et habitants ont été recrutés par le biais d'une enquête de rue avec prise en compte des critères suivants. Représentation géographique proportionnelle des 9 arrondissements. Parité évidemment femmes-hommes. Proportion de jeunes égale à celle de la population lyonnaise. Proportion d'habitants de quartiers politiques de la ville égale à celle de la population lyonnaise également. Les acteurs déjà engagés dans la cité ont été invités à répondre à un appel à manifestation d'intérêt annoncé lors d'une conférence de presse le 27 novembre dernier et relayé sur le site de la ville de Lyon, ses réseaux sociaux, ainsi qu'à travers les différentes directions de la ville de Lyon et à nos conseils de quartier également par mail. Le conseil consultatif produit des avis par le biais d'ateliers mensuels en présentiel réunissant un groupe restreint de 30 personnes avec évidemment les gestes barrières qui s'imposent et également par le biais d'enquêtes mensuelles en ligne réalisées auprès de l'ensemble d'un panel donc de 300 personnes. Les avis seront présentés à Monsieur le maire ici présent, à l'adjointe à la santé et l'adjointe de la démocratie locale de notre ville, ou à leurs représentantes et représentants à l'issue de ces ateliers, puis mis, bien sûr, par la suite en ligne sur le site lyon.fr en toute transparence. Ils feront l'objet d'une transmission à la cellule gestion de crise Covid-19, présidée par Monsieur le maire, et seront présentés en commission santé et prévention et au besoin, dans d'autres endroits en fonction de leur contenu. Les réponses apportées aux avis seront aussi publiées sur le site de la ville, bien sûr. Donc, chers collègues, Madame la maire et Monsieur le maire, je vous propose de bien vouloir voter favorablement pour ce rapport. Merci. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Oui. Donc, j'ai Martine Souvigné. Oui, Madame la maire, chers collègues, ce conseil consultatif permettra, je l'espère, malgré sa lourdeur, de mobiliser nos concitoyens dans la bataille contre la pandémie à travers des avis raisonnés et porteurs d'opérationnalité. Je saisis l'opportunité de ce rapport pour dire la conviction des élus de Lyon en commun quant à la découverte d'un vaccin efficace à court terme. C'est un formidable espoir individuel et collectif. Oui, la sortie de la pandémie est possible. Il faut saluer et redire toute l'importance de la recherche scientifique, laquelle, depuis Pasteur, a permis l'éradication de maladies invalidantes et mortelles, comme la variole ou la poliomyélite. Il nous faut réaffirmer avec force la nécessité de la vaccination contre le Covid pour tous ceux et celles qui le souhaitent dans des délais très courts, quelques semaines,
Je tiens à saluer ici les équipes soignantes de nos EHPAD et résidences de personnes âgées qui ont su préserver nos résidents de la maladie et la circonscrire jusqu'à ce jour. Ces équipes sont prêtes sur le pont pour rendre effective la vaccination de nos aînés. J'émets le vœu que la coordination des services de l'État et des services municipaux soit effective dans quelques jours afin d'offrir à la population, par tranche d'âge, une possibilité de vaccination en proximité dans chaque arrondissement. Seule une couverture vaccinale suffisante nous permettra de sortir définitivement de la pandémie. Une métropole comme celle de Lyon doit avoir la capacité d'organiser la logistique nécessaire dans un tel contexte. Merci. Madame de Montier. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Madame la maire, mes chers collègues, je me permets d'intervenir sur cette délibération. Notre groupe votera contre cette délibération car nous ne sommes pas totalement d'accord sur la méthode. Vous nous proposez aujourd'hui un projet de démocratie participative, c'est très bien. D'ailleurs, vous le mettez vous parlez d'enjeux de démocratie dans la présentation, donc on est bien d'accord avec la nécessité de faire participer nos citoyens à la vie démocratique. Mais justement, sur cette méthode, nous ne sommes pas d'accord puisque cette consultation, ce conseil consultatif a été mis en place avant même le vote au conseil municipal. Puisqu'il y a eu déjà une réunion qui s'est tenue en décembre, elle nous a été présentée en commission la semaine dernière. Voilà, donc la méthode nous apparaît particulièrement antidémocratique. On aurait aimé que ça commence après la consultation du conseil municipal. En tout cas, on est ravis de voir que les résultats seront disponibles sur le site internet de la ville et sachez qu'on sera vigilant pour s'assurer que ce groupe, que cette consultation permettra de réelles actions. Voilà, on est attaché à s'assurer que l'argent des Lyonnais est utilisé à bon escient et qu'il permet des actions concrètes au service des Lyonnais et des Lyonnaises. Je vous remercie. Merci. Alors, ce conseil citoyen, ce conseil consultatif, pardon, c'est un conseil citoyen qui a été créé et non pas une commission extra-municipale telle que c'est décrit au CGCT. Et c'est un choix de la ville de Lyon de formaliser par un vote en conseil municipal. Ce n'était absolument pas obligatoire. Et en fait, ce conseil a été créé dans l'urgence. Donc, il a paru à la mairie primordial de le mettre en place et ensuite de le présenter au vote des élus. Je crois que Madame Amandine Barrios-Planche qui a aussi demandé la parole. Est-ce que son micro est ouvert? Amandine, pourriez-tu ouvrir ton micro si tu souhaites intervenir? J'ai cru que c'est vous qui l'ouvriez, excusez-moi. Pas grave. Je vous disais que pour rebondir sur les propos de mes collègues, je voulais vous informer qu'un centre de vaccination, donc évidemment contre le Covid-19, va ouvrir jeudi 14 janvier dans les locaux du Palais des Sports de Gerland. En premier lieu, il concernera uniquement les personnels soignants libéraux et les aides à domicile éligibles à la vaccination, c'est-à-dire actuellement les personnes de plus de 50 ans ou les personnes présentant des risques de forme grave de la maladie. Je ne manquerai pas de vous informer de la suite des centres de vaccination ainsi que la ville de Lyon, bien évidemment. Et enfin, le centre de dépistage qui a ouvert le 24 septembre dernier est également ouvert toujours sans rendez-vous ni ordonnance. Il s'agissait d'une information. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non? Très bien, je mets donc ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes.
Le vote est clos. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant, le rapport 1677, attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 16 792 639 € au MJC, centres sociaux, maisons de l'enfance, ainsi qu'à différentes associations d'éducation populaire, à la Fédération des centres sociaux du Rhône, au réseau Rhône 1-Saône des MJC Union territoriale, des MJC MPT et au comité local des MJC de Lyon. Je laisse la parole à Philomène Récamier. Madame la maire, chers collègues, bonsoir. C'est dans une optique de soutien à l'éducation populaire que je vous propose d'approuver l'attribution de subventions de fonctionnement aux MJC, centres sociaux, maisons de l'enfance et à différentes associations, tous acteurs indispensables à la cohésion sociale de notre territoire et qui œuvrent pour l'accès de tous et toutes à la citoyenneté, à la culture et à l'émancipation. Vous avez approuvé, lors du précédent Conseil, la prolongation d'1 an des conventions cadres de ces acteurs afin de leur permettre de continuer à développer leur projet associatif d'intérêt général en direction des habitants du 3e, dans les meilleures conditions de renouvellement. Dans l'attente, et afin d'assurer la continuité, je vous propose d'attribuer une subvention pour l'année 2021 pour un montant global de 16 792 639 €. 639 €, pardon. Et dont vous trouverez le détail en pages 6 et 7 du présent rapport. Pour rappel, les subventions de fonctionnement général sont versées en 2 tranches. L'une en début d'année, sur la base d'un montant prévisionnel, l'autre en cours d'exercice, éventuellement ajusté. J'attire votre attention sur les structures de notre territoire, à savoir le Centre social Bonnefoy, la MPT des Rancy, la MJC Montchat, l'association Comme Expression, qui, bien que dans le 6e, a en charge l'accueil de loisirs à l'école Pompidou-Mourguet, à la maison de l'enfance du 3e Est, ainsi qu'à l'association Coup de pouce relais et à la fédération Léo Lagrange, également en charge de périscolaire dans certaines écoles du 3e. La fédération départementale des centres sociaux, le réseau Rhône 1-Saône des MJC, ainsi que le comité local des MJC sont également concernés par cette subvention. Je vous remercie de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame de Montille. Oui, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Encore une fois, c'est une histoire de forme. Lors de la dernière commission qui a eu lieu le 5 janvier, nous vous avions demandé des éléments complémentaires, le pourcentage du périscolaire sur le total de la subvention. Ces éléments ne nous ont pas été transmis. Voilà, c'est encore une histoire de méthode. Voilà, donc notre groupe s'abstiendra. Merci. Il y a d'autres... Très bien. Je mets donc ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Le rapport 1703, programmation PEDT 2020-2021, temps scolaire, complément d'attribution de subventions en soutien aux projets de coopératives scolaires et associations. Je laisse la parole à Isabelle Prin. Isabelle, il faudrait ouvrir le micro. C'est exact, excusez-moi. Donc, chers collègues, en novembre dernier, nous avons voté les attributions de soutien au projet des écoles et des associations en incluant des ajustements liés à la crise sanitaire.
Cette crise a notamment souligné la nécessité de renforcer le lien famille-école et de renouer avec la nature. C'est pourquoi il a été décidé d'attribuer quelques subventions complémentaires pour un montant total de 9 276 € vers des initiatives autour des enjeux de transition écologique dans le cadre des projets d'initiative locale, les PIL, et des enjeux de justice sociale et de coéducation à travers 2 nouveaux lieux accueil parents proposés par les partenaires associatifs du PEDT. Dans le troisième, une subvention de 880 € serait dans ce cadre attribuée à l'école maternelle Jules Verne pour mettre en place un projet d'initiative locale intitulé Nature à l'école. Voilà, vous l'avez dans le présent rapport. Je vous propose donc de voter en faveur de ce rapport. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Corazol. Mes chers collègues, permettez-moi de saisir l'opportunité de cette délibération pour en évoquer une autre qui ne sera pas à l'ordre du jour de ce conseil d'arrondissement, mais uniquement au sein du conseil municipal, mais qui concerne tout de même beaucoup d'enfants et d'écoles du 3e arrondissement. Il s'agit de la délibération 1731 qui est relative à la subvention à l'AFEV. L'AFEV avait pour ces dernières années une subvention de 300 000 €. Et cette subvention va être baissée de près de 100 000 €. Sachez que la FEV était l'initiateur des ambassadeurs du livre, ces ambassadeurs du livre qui intervenaient dans plus de 100 écoles à la ville de Lyon pour permettre aux enfants d'être accompagnés à la lecture. Et avec une baisse de subvention de 100 000 €, j'ai bien peur que nombre d'enfants ne bénéficieront plus de l'accompagnement de la FEV dans leur école, et en particulier donc dans le 3e arrondissement. Et je regrette cet état de fait. Voilà, je vous remercie. Merci. Je laisse la parole à Madame Stéphanie Léger. Bonsoir. Alors, pour répondre, je vais répondre à Monsieur Corazol. La Ville de Lyon a renouvelé la convention partenariale pour l'année scolaire 2020-2021 pour la FEV. Par décision du maire en date du 26 juin 2020. Donc là, Monsieur Corazol, vous étiez présent à ce moment-là. Une subvention totale de 300 000 €. Il a déjà été versé 100 000 € pour la période de septembre à décembre 2020. Et là, en fait, ce qu'on met au vote, c'est la deuxième partie de la subvention à hauteur de 200 000 € pour la période de janvier à août 2021. Donc, nous n'avons pas baissé la subvention, surtout que la convention partenariale a été signée sous la précédente majorité. Donc, en fait, c'est juste la deuxième partie de la subvention que nous mettons au vote par cette délibération. Merci pour ces explications. Il y a d'autres demandes d'intervention? Non, donc très bien. Je mets donc le rapport au vote. Ah. Oui ou non? Ben, le rapport est au vote. Monsieur Corazol, nous allons... Voilà, on arrête le vote. Oui. Excusez-nous. C'était juste pour dire que je me satisfaisais donc qu'il y ait bien 300 000 € pour la FEV. Voilà, et merci de la réponse de Stéphanie Léger. Merci, Monsieur Corazol. Donc, nous reprenons. Je mets le rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Merci. Le vote est clos. Le rapport est adopté. Alors, les 2 rapports suivants seront présentés conjointement, mais feront bien l'objet de 2 votes séparés. Il s'agit du rapport 1679 et 1680. Donc, le 1679 correspond à l'approbation et l'autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit pour la Maison pour tous, salle d'Hérency, pour la mise à disposition de locaux à titre exclusif situés au sein du groupe scolaire Léon Jouot. Et la 1680, attribution d'une subvention d'investissement de 30 000 € à la Maison pour tous, salle d'Hérency, pour l'équipement de locaux mis à disposition de l'association suite aux travaux de restructuration
du groupe scolaire Léon Jouot. Je laisse la parole à Madame Marie-Lou Falguerin. Avec le micro et la caméra. Non, c'est bon, vous m'entendez? Bonsoir Madame la maire, bonsoir chers collègues. La Maison pour tous est un acteur incontournable de l'éducation populaire à Lyon. Au cœur de son projet associatif, agréé espace de vie sociale par la CAF ou EVS, elle propose notamment un accueil de loisirs aux 3-11 ans le mercredi pendant les vacances scolaires, qui bénéficie à plus de 300 enfants. Et depuis 2014, elle est en charge de l'animation du temps périscolaire au sein du groupe scolaire Léon Jouot. C'est dans le cadre des orientations définies par la CAF pour l'agrément EVS que la NPT souhaite aujourd'hui développer un projet plus global autour de l'enfance, de l'accompagnement des familles et du soutien à la parentalité. C'est pourquoi l'association sollicite la mise à disposition de locaux d'une surface de 185 m², créés dans le cadre de l'opération de restructuration-extension du groupe scolaire Léon Jouot. Les locaux concernés apparaissent dans les plans en annexe 2 du rapport 1679. Ce sont les pièces entourées en surligneur vert. Il s'agit donc d'un bureau, d'une salle des animateurs, de 3 salles d'activité, d'un local d'entretien et de 2 locaux de stockage de jeux. Pour équiper ces locaux, la MPT sollicite une subvention d'investissement de 30 000 €. Cette mise à disposition et cette subvention d'investissement constituent une réelle opportunité d'améliorer le fonctionnement de l'offre de loisirs actuelle et permettra à la MPT de poursuivre son projet de développement social local. Je vous remercie donc d'approuver ces 2 rapports, le 1680 concernant la subvention d'investissement de 30 000 € et le 1679 concernant la convention d'occupation temporaire des locaux à titre gratuit. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Très bien. On me signale que Madame Burillon, ayant des soucis de connexion Internet au CHU, en cours de traitement, a donné pouvoir à Madame... Non? Ah, donnerait peut-être pouvoir à Madame de Monti. C'est en cours. Donc voilà, il y a des... Pour ce qui est de ces votes, ils pourront être rattrapés puisqu'elle n'a pas pu voter tout le temps comme elle le souhaitait. Très bien. Je mets donc le rapport 1679 au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le rapport est adopté. Je mets de nouveau le rapport... Non, je mets le rapport 1680 au vote. Donc le vote est ouvert pour 30 secondes. Le vote est clos. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 1675, attribution de crédits de subventions aux écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires. Je laisse la parole à Marie-Lou Falguerin. Bonsoir, chers collègues. La ville de Lyon met à disposition des équipes pédagogiques des écoles primaires publiques des crédits et des subventions de fonctionnement. Le rapport que je vous propose d'adopter présente les modalités de ces dispositifs pour 2021. Ces crédits de fonctionnement ont vocation à financer 6 catégories d'achats.
fournitures scolaires, achat d'ouvrages ou renouvellement d'abonnements pour les bibliothèques des écoles, photocopie et impression, consommables informatiques, gestion du logiciel Educalion utilisé par les directrices et directeurs pour la gestion des effectifs et des activités périscolaires. Les crédits sont répartis selon les forfaits calculés par élève ou par classe. Les crédits sont également accordés lors des créations de classes, d'ouverture de classes spécialisées ou de sections de langue. Vous trouverez les modalités de calcul en pages 2 et 3 de ce rapport. Enfin, ces crédits permettent de subventionner les coopératives scolaires afin de financer les activités libres, organisation de fêtes d'école ou menu dépenses. Les activités dites initiatives conseil d'école, donc les dépenses liées aux sorties sur les temps scolaires, et les dépenses liées à l'assurance, contrat collectif d'établissement, qui permet de souscrire des garanties pour le matériel pédagogique et pour les activités se déroulant dans l'établissement sur les temps scolaires et périscolaires. Le calcul forfaitaire des crédits alloués aux coopératives scolaires est détaillé en page 3. Les modalités proposées sont stables par rapport aux années antérieures, tant sur le périmètre des activités financées que les montants attribués. Je vous propose donc de bien vouloir approuver ce rapport. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, donc je mets donc ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le vote est clos, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 1718, attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 2020-2021. Approbation de convention avec ces associations. Je laisse la parole à Jacques Balandian. Madame la maire, chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Conscient du dynamisme de son tissu associatif local et de la mobilisation de centaines de bénévoles sur le terrain, le nouvel exécutif s'est donné parmi ses priorités le soutien des structures sportives dans la grande diversité de leur taille, de leur économie et de leur domaine d'activité. Dans un monde en mutation, la ville de Lyon souhaite amorcer sa politique sportive d'avenir, co-construire avec les acteurs du territoire lyonnais en faveur d'un sport engagé, émancipateur et éco-responsable. Nous apporterons donc dans les attributions des années à venir une attention particulière à la représentativité des femmes et des personnes en situation de handicap au sein des clubs, des jeunes, des seniors. Cette évolution, nous la construirons avec les clubs pour qu'elle soit un horizon et non une barrière. La ville de Lyon sera aux côtés des clubs qui participent à la vie de leur quartier et qui tissent entre eux des liens de coopération et de solidarité. Le nouvel exécutif cherchera également à rénover et entretenir convenablement les équipements sportifs municipaux afin que nos associations, scolaires et plus largement nos habitants puissent pratiquer une activité dans des conditions décentes. Pour cette saison sportive 2020-2021, les associations et clubs sportifs souhaitant bénéficier d'une subvention ont retourné un dossier « Demande de subvention 2021 » permettant, après traitement et analyse, de proposer une répartition des enveloppes en 3 catégories. Soutien au sport amateur, handisport, sport élite. Cet arbitrage a été réalisé en concertation avec l'ensemble des adjoints au sport des 9 arrondissements et l'Office des sports de Lyon. Fragilisé par la période de crise actuelle, le sport amateur peut compter sur un maintien du niveau d'aide alloué via les subventions de fonctionnement annuelles de la ville de Lyon. À noter aussi que l'impact de la crise sanitaire sur les clubs sportifs est en cours d'évaluation par la direction des sports. Enfin, tout club bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 € doit obligatoirement signer une convention avec la ville, qui définit les contreparties attendues par la municipalité en matière notamment de démocratisation de leurs activités, de mixité dans leur effectif et leur gouvernance, de prévention et de lutte contre les violences et discriminations, d'éco-responsabilité dans la mise en œuvre des compétitions et manifestations, de sport santé, de handisport et de sport adapté.
de la promotion de l'intergénérationnalité et l'inclusion sociale des publics éloignés, dont le troisième sont concernés par ce conventionnement et qui prendra effet des signatures, l'AS Mon Chat, Lyon Glace Patinage, Société d'escrime de Lyon. Les détails des subventions proposées à 13 associations du troisième est retrouvable pages 4 et 5 de ce rapport. Je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de ce rapport pour attribuer les subventions aux associations sportives de l'arrondissement et approuver les conventions avec celles concernées. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Tandonnet. Oui, merci Madame la maire. Alors, comment je fais? Allô, vous m'entendez? Très bien, parfait. Oui, merci Madame la maire. Alors, nous serions juste intéressés par, nous aimerions bien avoir un état des lieux précis des difficultés que rencontrent donc l'ensemble des clubs sportifs du troisième. Est-ce que c'est possible? Merci. Alors, je vais proposer à Jacques Balandian ou Julie Nublat, mais je pense qu'un état des lieux doit pouvoir vous être transmis, mais pas là ce soir tout de suite. On n'a pas le. Je pense pas, oui, bien sûr. Pas trop m'avancer en vous disant que c'est possible. Jacques. Oui, on fera. On fera le nécessaire pour faire un petit retour justement sur l'état des clubs. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. S'il vous plaît. Merci bien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je mets donc ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le vote est clos, le rapport est adopté. Rapport suivant, 1746, vidéo-verbalisation sur les arrondissements 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e. Je laisse la parole à David Clerc. Madame la maire, monsieur le maire, chers collègues, la ville de Lyon a déployé et exploite par l'intermédiaire de son centre de supervision urbain dit CSU, un dispositif de vidéosurveillance de voies publiques. Il est organisé en projets dits territoriaux, qui correspondent aux besoins opérationnels exprimés par les élus d'arrondissement, les partenaires et les services municipaux. La vidéosurveillance a pour finalité légale la protection des personnes et des biens, des bâtiments publics, la prévention des actes terroristes et de trafic de stupéfiants. La ville de Lyon a souhaité en étendre l'usage à la constatation des infractions aux règles de la circulation, conformément à l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure. Les objectifs visés sont la lutte contre le stationnement anarchique, le changement des comportements inciviques de certains usagers de la route, l'amélioration du service rendu aux administrés, notamment par un usage mieux partagé et plus respectueux de l'espace public. La vidéo-verbalisation est un des moyens d'action qui s'intègre dans la réflexion globale relative à l'apaisement des voies et des espaces publics développée et mise en œuvre par la collectivité. Elle a pour but de mieux faire cohabiter les différents usagers de l'espace public, de limiter les nuisances sonores, en particulier la nuit, d'optimiser les déplacements des transports collectifs, de sécuriser les mobilités piétonnes et cyclables et de faciliter les interventions des véhicules d'urgence et de secours. L'expérimentation menée depuis plus d'une année sur plusieurs secteurs de la commune, votée lors des conseils municipaux du 23 septembre 2019, du 20 juillet, du 28 juillet et du 19 novembre 2020, a permis de contribuer à diminuer le nombre d'infractions impunies en appui des dispositifs humains mis en place. Il est envisagé de prolonger cette démarche pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à fin janvier 2024,
et de l'étendre sur de nouveaux secteurs à la demande et en accord avec les mairies d'arrondissement concernés. Les secteurs retenus sont équipés de caméras et ne nécessitent pas de déploiement supplémentaire de matériel ni d'infrastructures. Pour le 3e arrondissement, les voies sur lesquelles certaines infractions pourront être relevées par vidéo-verbalisation sont place Jutard, pont Lafayette, pont Wilson, cours de la Liberté, rue Paulbert, rue Moncey, rue Turenne, rue Marignan, rue de l'Épée, rue Villeroy, rue Auguste Lacroix, rue Bonnefoy, rue Gutenberg, rue Montebello, rue Aimé-Colomb, place Gabriel-Péry, cours Gambetta, rue Maurice-Flandin, rue du Docteur Bouchu, boulevard Eugène Deruel, rue de Bonnel et enfin cours Lafayette. À noter que pour assurer un meilleur suivi de l'activité de vidéo-verbalisation, un local spécifiquement destiné à la vidéo-verbalisation, comprenant 3 postes de travail, sera opérationnel avant la fin du premier trimestre 2021. Ces postes de travail s'ajouteront à celui déjà existant au PC de la police municipale. Je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de ce rapport. Y a-t-il des demandes d'intervention? Alors, Hugo Patoureau. Merci Madame la maire. En tant qu'élu communiste, je m'abstiendrai de voter cette délibération. En effet, nous préférons ne pas soutenir une mesure qui, si elle répond à un besoin nécessaire de sécurisation, n'en est pas moins une adaptation que les municipalités se retrouvent à faire pour compenser les carences de l'État. Dans l'idéal, nous souhaiterions le retour d'agents sur le terrain, de personnes qui peuvent faire preuve de pédagogie et d'analyse là où une caméra aura un fonctionnement mécanique. Nous privilégierons toujours la présence humaine et nous saluons d'ailleurs la volonté d'embauche de nouveaux agents prise par notre nouvelle majorité municipale. C'est maintenant à l'État de prendre à lui ses responsabilités sur ce sujet. Merci. Merci. D'autres? Monsieur Ricard? Oui, bonsoir Madame la maire, chers collègues. Dans le prolongement de la précédente intervention, je dirais que pour notre groupe, nous voterons par contre pour cette extension de la vidéo-verbalisation et cette expérimentation, notamment dans les secteurs qui ont été définis. Alors, nous constatons toutefois qu'il n'y a que 7 arrondissements sur les 9 qui sont concernés. Il n'y a pas le 4e, il n'y a pas le 9e. Ce qui démontre à l'évidence qu'il y a peut-être la nécessité, s'agissant de la ville de Lyon, d'augmenter le nombre des caméras sur le territoire de notre commune. Mais plus particulièrement en ce qui concerne le 3e arrondissement, une observation. Nous aimerions que dans le cadre de cette expérimentation, il soit précisé quel est le nombre total des caméras qui sont implantées sur l'arrondissement du 3e et faire le détail de l'ensemble des caméras qui feront l'objet de l'expérimentation et d'avoir le ratio exact de la couverture en quelque sorte de la voie publique. C'est un élément intéressant quand même parce que on peut avoir l'impression que c'est une option cosmétique en quelque sorte, alors qu'on a des possibilités bien plus larges. Par rapport à l'intervention précédente sur la nécessité de la présence sur le terrain, de la présence humaine sur le terrain, et notamment de policiers, certes il y a les policiers de la police nationale, mais nous avons une police municipale. Et est-il prévu, dans le cadre du continuum de sécurité, de prévoir une présence effective aussi de la police municipale sur la voie publique, afin précisément de sécuriser l'espace public partagé qui a été dit par notre rapporteur,
parce que la sécurisation de mobilité piétonne, par exemple, bien sûr que ça concerne l'automobiliste, mais ça concerne également les cyclistes. Les incivilités ne sont pas simplement limitées aux automobilistes. Il est malheureux de constater parfois que nombre de vélos circulent en dehors précisément des pistes cyclables, sur les trottoirs, franchissent les feux rouges de façon tout à fait grave, parce qu'avec des risques d'accident. Et dernière observation que je souhaitais formuler, il est dit dans le système de mise en place de l'expérimentation qu'il y aura bien sûr une utilisation en fonction des besoins de jour et de nuit. Mais il y a précisément peut-être la nécessité d'avoir des précisions, et ce serait utile dans le cadre du retour d'expérience de cette expérimentation, que nous puissions savoir quelle sera la charte de temps des policiers municipaux chargés aussi bien au PC de la police municipale que dans le local dédié, quelle sera la charte de temps qui les concerne pour faire une couverture suffisante, peut-être pas H24, mais suffisamment de temps, en tout cas en ce qui concerne la période nocturne. Voilà ce que nous souhaitions dire au nom de notre groupe, et nous voterons bien entendu cette disposition. Je vous remercie. Merci. J'ai d'autres demandes de prise de parole. Monsieur Blanc. Oui, très brièvement, Madame le maire, après avoir entendu l'intervention de notre collègue représentant le Parti communiste au sein de notre conseil municipal, pour dire deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que les technologies de surveillance du domaine public qui permettent une réaction rapide des forces de sécurité lorsqu'il y a une difficulté, qui permettent de constater des infractions, qui permettent aussi parfois d'identifier les auteurs d'infractions pour qu'ensuite il y ait une poursuite pénale, que ces technologies évoluent. Longtemps, nous avons entendu dire qu'elles pouvaient être attentatoires aux libertés publiques ou aux libertés individuelles. La réalité, c'est que bien encadrés, bien utilisés, bien maîtrisés, ces dispositifs sont aujourd'hui à la disposition de la puissance publique pour assurer une meilleure sécurité, et cette puissance publique, elle a tous les moyens pour éviter les atteintes aux libertés. Et je suis heureux, moi, de constater qu'à Lyon, alors même que ce sujet, je vous le rappelle, dans la campagne électorale, avait fait divergence, parfois même dispute, qu'à Lyon, aujourd'hui, est en train de se dégager un courant, je ne dis pas unanime, mais largement majoritaire, pour que ces nouvelles technologies soient utilisées. Ma deuxième observation, c'est sur l'intervention de la commune. On considère parfois que quand la commune investit en personnel, en matériel, pour surveiller le domaine public, elle se substitue à l'État, et que la sécurité, ce serait une compétence exclusive de l'État. Mais la réalité, elle est bien différente. Lorsque l'État est en difficulté, lorsqu'il a besoin de s'appuyer sur les maires d'arrondissement, parce qu'eux sont dans la proximité et qui connaissent parfaitement bien à la fois les lieux, mais aussi les personnes qui habitent dans l'arrondissement et les difficultés qui peuvent surgir dans l'arrondissement, la combinaison des politiques d'État et des politiques locales, municipales, est un outil absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, je constate que dans la lutte contre la pandémie aujourd'hui, que ce soit sur les tests ou que ce soit demain sur les vaccins, l'État seul n'y parvient pas, que sur des sujets essentiels que l'on considère comme étant les compétences régaliennes de l'État, l'État ne peut plus exercer ses compétences régaliennes sans s'appuyer sur les collectivités territoriales. Et là encore, moi je suis très heureux de constater, j'espère que ça durera, j'espère même que ça ira plus loin, que la ville de Lyon ou que notre arrondissement sait aujourd'hui prendre en compte des difficultés particulières, qu'elle sait exercer des compétences, même si parfois c'est dans un champ un peu limité par rapport à ses compétences légales. Je suis très heureux de constater qu'aujourd'hui, la ville de Lyon, sur un sujet de cette nature,
empiète peut-être sur les compétences de l'État, mais qu'elle le fait pour le bien-être des Lyonnais. Je le dis d'autant plus que c'était un des axes forts du programme électoral que j'avais défendu avec mon équipe. Merci Monsieur Blanc. Nicolas Planchon. Oui, avant d'intervenir, je veux aussi préciser que sur ce que vient de dire Étienne Moulin sur la prise de compétences par une collectivité locale, c'est l'exercice de plein droit de la clause générale de compétences qu'à un moment la droite a voulu supprimer du droit commun. Mais c'est une parenthèse. Madame la maire, monsieur le maire de Lyon, chers collègues, cher David, chers Lyonnaises et Lyonnais, amis de la presse libre et non faussée, autant que tout autre, et peut-être davantage que tout autre, dans la mesure où nos attaches et nos engagements prennent racine au sein des classes populaires dont nous sommes le produit, la volonté et la voix, les élus du Lyon en commun auxquels s'associent les élus de la gauche unie considèrent la sécurité publique comme un enjeu social majeur. Car les plus pauvres, les plus précaires, les derniers de cordée, sont toujours les premières victimes des violences, des délits et du mépris des lois de la République. Aussi examinons-nous chaque outil au service de ce droit inaliénable à la sécurité, avec rigueur et sans le dogmatisme dont on voudrait nous caricaturer. Parmi ces leviers possibles figurent les dispositifs de vidéoprotection, déclinés en vidéosurveillance et en vidéoverbalisation, qui font l'objet du présent rapport. Et sur le sujet, notre approche fait la part de ce qui relève de la nécessaire vigilance quant aux tentations de restriction des libertés, possiblement permises par les technologies, et de ce qui relève de la nécessaire efficience de l'action publique. C'est sur ce chapitre de l'efficience douteuse du dispositif que nous attirons votre attention. Parce qu'une expérimentation suppose qu'elle soit circonscrite dans des délais qui la définissent comme telle et qu'elle se subordonne à une évaluation impartiale destinée à en ajuster la mise en œuvre et en acter, ou pas, la prorogation. Or, ni les chiffres liminaires présentés dans le rapport 1746, ni la temporalité fixée à 3 ans, ni les modus operandi d'évaluation ne répondent à ces conditions sine qua non qui définissent une expérimentation légitimement bornée dans ses attendus et son périmètre, plutôt que l'extension sans vision d'un dispositif coûteux, sans révision ni mesure possible. De sorte que nous souhaitons que le rapport examiné le 28 janvier en conseil municipal intègre 2 amendements. L'ajout d'un 3e délibéré qui pourrait être libellé comme suit: le dispositif de vidéo-verbalisation à l'issue de la phase d'expérimentation fera l'objet d'un audit pour évaluer son efficacité et sa performance. Cette étude sera confiée à un laboratoire indépendant en lien avec le collège d'éthique de la vidéosurveillance de la ville de Lyon. Et deuxième suggestion, la modification du délibéré numéro 1 qui établirait la prorogation de l'expérimentation jusqu'au 28 juillet 2022 plutôt qu'au 28 janvier 2024, c'est-à-dire sur une durée d'1 an et demi subordonnée à une objectivation globale de ces résultats, plutôt que 3 années conclues d'un bréviaire de procès-verbaux. Gageant que ces 2 suggestions seront entendues par nos homologues de la maison mère, comme elles seront de nature à garantir les conditions à minima de ce qui fonde une expérimentation pour laquelle, ici et maintenant et en l'état, nous nous abstiendrons par ailleurs, dans un cadre où il nous semble que les efforts doivent se porter davantage et avant tout sur le lien réel, tangible et concret aux populations, c'est-à-dire humain d'abord, qu'il s'agisse d'éducation, de prévention ou d'intervention policière. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Clerc, à Margot Sanchez en premier, et ensuite à David Clerc pour répondre aux interventions. Je vous remercie, Madame la maire. Je voulais juste revenir sur l'intervention de Monsieur Ricard lorsqu'il a mentionné le fait de verbaliser des cyclistes qui ne seraient pas sur une piste cyclable. En réalité, le Code de la route et le Code de la rue autorisent les cyclistes à être sur la route. C'est également leur domaine, sauf si la piste cyclable est sur un panneau rond. Voilà, c'était ma minute Code de la route. Merci. Monsieur Clerc. Non, juste quelques réflexions par rapport aux interventions qui viennent d'être faites. Effectivement, Monsieur Ricard, vous avez raison, le 4e, 9e ne sont pas équipés de caméras. Donc, si on reprend la proposition qui est faite aujourd'hui est d'utiliser le matériel déjà en place. Et comme j'ai déjà pu l'évoquer au cours de conseils d'arrondissement précédents, la majorité n'avait pas de parti pris pour contre ou pour développer
de nouvelles caméras de vidéosurveillance et, comme ça a été évoqué, un audit va être déclenché pour pouvoir après prendre les décisions qui s'imposent. Sans manichéisme sur ces sujets, les avis sont très partagés sur les impacts sur les incivilités. Et je rappelle qu'ici, nous parlions de vidéo-verbalisation. Si l'on prend la championne de France, la ville de Nice, qui est couverte de caméras et de gadgets techniques, et si l'on prend dans l'autre côté du spectre la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui n'est absolument pas couverte d'une seule caméra, les impacts sur les faits d'incivilité et de délinquance sont assez proches. Donc les avis sont toujours très partagés sur ces sujets. Concernant votre question sur le nombre de caméras sur le 3e arrondissement, c'est divulgable puisque ça fait l'objet de déclarations à la préfecture. Et je pourrais vous faire parvenir le nombre de caméras installées versus celles qui sont utilisées pour la vidéo-verbalisation sans souci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets donc... D'autres demandes d'intervention ? Stéphanie Léger. Voilà, juste pour dire que les élus du Parti socialiste affiliés s'abstiendront sur cette délibération et voteront les amendements dont a parlé Nicolas Planchon au conseil municipal. Merci. Je mets donc plus de prise de parole. Très bien, merci. Je mets donc ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le vote est clos. Le rapport est adopté. Rapport suivant, le rapport 1689, attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 € à l'association Ébulliscience. Je laisse la parole à Michael Maire. Avec le micro et la caméra. Voilà, ça doit aller mieux pour le micro. Voilà, merci beaucoup. Et la caméra, c'est bon? Bon, eh bien, très bien. Bonsoir Madame la maire, bonsoir mes chers collègues. Ébulliscience est une association qui a pour objectif de contribuer au développement de la culture scientifique et technique pour tout public. Elle propose différentes activités dont l'objectif principal est de favoriser le développement culturel local en organisant des activités scientifiques et techniques en direction des jeunes et des adultes. Ces activités éducatives et de loisirs s'inscrivent ainsi dans le cadre des objectifs du PEDT de Lyon, qui vise à offrir la possibilité à chaque enfant et adolescent de devenir un adulte autonome et responsable. Ces activités, qui se déroulent selon les modalités adaptées sur l'ensemble des temps de l'enfant, et sont dirigées en priorité vers les publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par délibération numéro 2019-4460 en date du 21 janvier 2019, le Conseil municipal a autorisé la signature d'une convention cadre pluriannuelle avec l'association pour la période 2019 à 2021, qui marque la reconnaissance par la ville de Lyon de la participation de l'association au développement de la politique éducative et à la cohésion sociale des territoires. La ville de Lyon s'engage à soutenir financièrement l'association par une subvention de fonctionnement générale pour la mise en œuvre de ses activités. Pour l'année 2021, la subvention est proposée à hauteur de 102 700 €. Ce montant étant identique à celui de 2020. Mes chers collègues, je vous propose d'adopter un avis favorable à cette délibération. Et pour rappel, nous sommes appelés à nous prononcer sur l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 102 700 € allouée à l'association Ébulliscience et à valider la convention jointe en annexe de la présente délibération.
Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, donc je mets ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le vote est clos. Le rapport est adopté. Rapport suivant. Rapport 1687. Programmation financière au titre du Fonds Quartier Solidaire. Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations pour un montant de 144 500 €. Je laisse la parole à Thibault Roche. Bonsoir, Madame la maire, mes chers collègues. Je l'avais déjà évoqué lors du dernier conseil d'arrondissement lorsque nous en avions fait la demande. Pour pallier la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, le ministère de la Ville a mis en place un fonds à destination des acteurs et des actrices des quartiers politiques de la ville où les inégalités s'accentuent et se creusent davantage avec la situation actuelle. La gestion de ce fonds, intitulé Fonds Quartier Solidaire, a été confiée aux communes et à ce titre, une enveloppe de 163 000 € a été accordée à la ville de Lyon pour encourager les actions de proximité sur les thématiques suivantes: éducation et fracture numérique, santé et aide alimentaire, insertion professionnelle et culture. Il a donc été décidé de partager cette enveloppe entre différentes associations œuvrant sur les quartiers prioritaires. Dans le troisième arrondissement, sur le secteur Moncey, nous avons travaillé avec les services de la ville et de la préfecture du Rhône afin de programmer des aides aux structures suivantes. Langue commune pour un montant de 5 000 €. Il s'agit d'une association qui donne des cours de français auprès d'un public alpha et dont le confinement a entraîné une baisse des moyens financiers et l'annulation de certains cours. L'association Coup de pouce relais pour un montant de 5 000 €. Il s'agit de soutenir cette organisation dans ses actions éducatives renforcées pour enfants et familles et qui a notamment dû investir dans du matériel informatique et réaménager ses activités pour maintenir son lien avec les familles et les écoles. L'association ADOS, Association pour le dialogue et l'orientation scolaire, pour un montant de 5 000 €. Pour les mêmes raisons que le coup de pouce relais, mais à destination ici d'un public de collégiens et de collégiennes. L'Olivier des Sages, pour un montant de 5 000 €, qui se chargera de l'aide alimentaire à travers la distribution de paniers repas pour des personnes précaires. Le Centre social Bonnefoy et la Maison pour tous, dans le cadre du projet Demos, pour un montant de 1 500 € pour chacune des structures, soit 3 000 € au total. Du fait de la crise Demos, qui est donc un projet qui œuvre à l'apprentissage musical pour les enfants éloignés des pratiques artistiques, va se poursuivre pour une année supplémentaire. La fin était prévue initialement en juin 2020, mais il a été poursuivi du coup jusqu'au premier semestre 2021, ce qui fait que les structures sociales vont avoir un travail supplémentaire d'accompagnement des enfants et de leurs familles. Enfin, la Fondation Action Recherche Handicap et Santé, pour un montant de 24 000 € sur l'ensemble de la ville, mais qui devrait se traduire par un ciblage de 12 000 € sur l'arrondissement. En effet, cette association a vu une montée en charge des points d'écoute psychologique sur Lyon. Il s'agit d'un dispositif d'écoute, d'accompagnement et de prévention, notamment pour repérage de troubles psychiques émergents, auprès d'un public fragilisé par diverses formes de précarité et le malaise ambiant dans le contexte de crise sanitaire. Les permanences seront assurées gratuitement par une psychologue professionnelle dans 4 sites, L'Anglais-Santy, Champs-Verts, Gerland et évidemment Moncey. Je vous propose donc d'adopter cette programmation de financement qui contribue à la lutte contre les inégalités et au soutien de la ville à nos partenaires associatifs qui, malgré les difficultés, ont poursuivi un travail remarquable sur le secteur Moncey. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous invite donc à voter pour cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de parole? Pas de demande de prise de parole. Je mets donc ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes.
Le vote est clos. Le rapport est adopté. Rapport suivant. Rapport 1674. Dénomination d'un espace public, l'esplanade Denise Vernet-Jacob à Lyon 3e. Je laisse la parole à Philippe Petiot. Avec oui, merci Madame la maire. Caméra. Ah oui, je mets la caméra. Mes chers collègues, dans le cadre du projet de la promenade Moncey, l'ancien parking situé au 33 rue Moncey a été réaménagé. Donc il y a une esplanade qui a été créée et qui permet une liaison entre la place Guichard et la place Bas-d'Orient. Cet espace, livré en janvier 2020, n'a pas encore été baptisé. Donc sur proposition du Conseil citoyen de Moncey, pour dénommer l'esplanade située face au 33 rue Moncey, il vous est proposé la dénomination d'esplanade Denise Vernet-Jacob. Donc Denise Vernet-Jacob était une résistante qui opérait entre l'Isère et Lyon pour le mouvement franc-tireur. Je vous propose d'adopter la décision de dénommer l'esplanade face au 33 rue Moncey, esplanade Denise Vernet-Jacob. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, donc je vous propose... Non, excusez-moi, je mets ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le vote est clos. Le rapport est adopté. Le dernier rapport de notre soirée, le rapport 1707, acquisition par la Ville de Lyon des lots 1 et 12 de la copropriété située 142-144 rue Charial, préemptée par la métropole de Lyon en vue de la réalisation d'un espace vert. Je laisse la parole à Akif Ekinti. Merci Madame la maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, la ville de Lyon est bénéficiaire d'un emplacement réservé situé à l'angle des rues de l'Espérance et Antoine Charial dans le 3e arrondissement. Emplacement réservé qui est destiné à la réalisation d'un espace vert et qui est inscrit sous le numéro 38 dans les documents du PLUH. C'est donc dans cette optique que la ville de Lyon a sollicité la métropole de Lyon pour qu'elle exerce son droit de préemption sur deux lots d'une copropriété située au 142-144 rue Antoine Charial. Les deux lots sont constitués d'un appartement au rez-de-chaussée d'une surface d'environ 45 mètres carrés et d'une cave en sous-sol. Le prix de vente pour ces deux lots a été fixé à 139 000 € par sa propriétaire. Après consultation, le service DBM a considéré que le prix de vente était conforme à son estimation. Je propose donc de voter en faveur du présent rapport portant approbation de l'achat de ces deux lots par la ville de Lyon. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Aucune demande d'intervention. Je mets donc ce rapport au vote. Le vote est ouvert pour 30 secondes. Le vote est clos. Le rapport est adopté. L'ordre du jour étant épuisé, nous passons aux questions diverses. Je n'ai pas reçu de demande d'intervention orale écrite ou de vœux. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non, aucune. Je vous propose donc de... Ah. Il y a une demande de prise de parole. Donc, Amandine Barrios-Planche. Oui, très rapidement. Excusez-moi. Je voulais juste vous informer qu'en date du 27 janvier,
à l'espace Elsa Triolet, il y avait une collecte de sang. Voilà, je me permettais de le signaler, Madame la maire. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Donc je vous propose de clore ce conseil d'arrondissement et vous remercie d'avoir été tous présents et assidus. Bonne soirée et à bientôt.